La saga de l'Alliance israélite universelle, racontée par Georges Bensoussan, au micro d'Ariel Danon. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de la saga de l'Alliance israélite universelle que je présente en accueillant Georges Bensoussan. Bonjour Georges. Bonjour Ariel. Alors Georges Bensoussan, vous êtes historien, spécialiste de l'histoire de la Shoah, de l'histoire des Juifs en terre d'islam, et vous avez publié il y a quelques mois un livre chez Albin Michel sur l'histoire de l'Alliance israélite universelle, Juifs d'Orient, Lumière d'Occident, nous dit le sous-titre. Et justement, nous allons parler dans cette émission des Lumières de l'Occident telles que pensées par l'Alliance, puisque nous avons consacré les précédentes émissions, nos auditeurs nous ont entendus à la constitution du réseau de l'Alliance, aux méthodes d'enseignement, aux élèves. Nous allons bientôt parler ensemble des enseignants dans les prochaines émissions. Mais là, il est temps de commencer par revenir sur un point qui semble fondamental dans l'histoire de l'Alliance, qui est que l'Alliance enseigne en français. En français, et alors pas exclusivement en français, mais c'est quand même un postulat de base extrêmement important. Et il faut d'autant plus y revenir, Georges Bensoussan, que cela a été, on va dire dans certains cas, un frein pour l'expansion des écoles de l'Alliance et en tout cas une source de conflit. Mais il n'empêche que c'est un principe absolument intangible dans l'histoire de l'Alliance, au moins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Oui, vous avez tout à fait raison, vous l'avez bien résumé. Pour l'Alliance, c'est un point, cet enseignement en français qui ne sera jamais négociable. Et la question s'est posée dès l'ouverture de la première école au Maroc, à Tétouan en 1862. Fallait-il enseigner en français ou en judéo-espagnol, puisque c'était la langue courante de la communauté juive? Pour l'Alliance, la réponse est claire, et pour deux raisons. La première, c'est que, aux yeux de l'Alliance, à Paris, l'institution qu'ils ont créée est une œuvre française d'abord, juive ensuite. Et la deuxième raison, c'est que pour eux, ce sont ces hommes des Lumières, dont on a déjà parlé dans les précédentes émissions, le français, c'est la langue de la nation émancipatrice. C'est la langue de la Grande Révolution, c'est la langue de 1791, mais pas seulement, ce n'est pas seulement de la langue de l'émancipatrice du judaïsme mondial, et pas seulement français, c'est aussi l'émancipatrice du genre humain tout entier. Et donc, pour la direction de l'Alliance, les langues juives que la direction de l'Alliance appelle avec un certain mépris les patois sont exclues. Donc, c'est exclusivement en français qu'on enseignera. À noter d'ailleurs que ce mépris à l'égard des langues juives, c'est-à-dire le yiddish, le judéo-espagnol, le judéo-arabe, le judéo-berbère, le judéo-persan, etc., fait écho au mépris au même moment ou un peu plus tard de la Troisième République, du régime centralisateur français très jacobin, à l'égard des langues régionales en France, ce qu'on appellera également les patois, le breton, l'occitan, etc. Bon. C'est-à-dire que l'Alliance va même interdire l'usage de ces langues juives distinctes par une directive de 1884, mais il y a loin entre l'interdiction de 1884 et la réalité, parce qu'en réalité, dans la vie quotidienne, comme dans les cours de récréation d'ailleurs, les élèves continueront à parler en judéo-espagnol, en judéo-arabe ou en d'autres langues de cet acabit, bien sûr. Alors, c'est évidemment le cas, vous le dites très bien, mais ce que j'aimerais aussi comprendre, c'est que on l'oublie trop souvent, mais au début de l'histoire de l'Alliance, il y avait des comités locaux extrêmement forts en Allemagne, notamment, et cela a été une source de conflit entre la direction de l'Alliance et les comités locaux allemands qui ne comprenaient pas pourquoi une telle importance devait être donnée aux Français. Tout à fait. Ça a été une source, vous l'avez dit dans votre introduction, c'était une source permanente de conflits. Parce que d'abord, cette imposition du français supposait déjà un mépris puissant à l'égard de la culture locale. La langue locale était reléguée au rang de patois, un langage de la plèbe, le monde des pauvres. Mais en fait, cette prééminence du français, elle va se heurter à d'autres conflits. Vous avez parlé des comités de l'Allemagne, mais avant même que l'Allemagne, qui est le comité le plus puissant de l'Alliance, c'est celui qui compte pratiquement un tiers des adhérents du monde entier de l'Alliance sont des adhérents allemands. On ne soulignera jamais assez le poids de l'Allemagne dans le soutien apporté à l'Alliance israélite universelle. Mais le premier conflit, ça n'est pas tant avec les membres allemands, qui resteront finalement des membres obéissants et fidèles
à l'Alliance jusqu'à leur exclusion en 1919, mais ça c'est une autre affaire qu'on verra plus tard. C'est avec la Bulgarie que se pose le premier problème en 1897, la Bulgarie qui est indépendante et qui veut tout simplement bulgariser son système d'enseignement, et c'est un problème qu'on retrouvera avec toutes les nations qui accéderont à l'indépendance, qui voudront nationaliser leur système d'enseignement et donc enseigner, c'est tout à fait logique, dans leur langue nationale. Alors, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que l'Alliance qui entend émanciper, qui entend redresser, qui entend relever, qui entend régénérer, c'est le grand mot du 19e siècle, hérité de la Révolution française, entend en même temps enraciner dans la terre de naissance. Or, en apprenant le français, en promouvant le français comme langue d'enseignement, l'Alliance ouvre linguistiquement ses enfants à un autre monde et elle leur permet, par la connaissance d'une langue occidentale, d'une certaine façon, de quitter leur pays de naissance. Elle encourage l'immigration alors que tel n'était pas son but. Son but, au contraire, était de retenir les enfants dans la communauté de naissance et de les enraciner, de les émanciper, de leur fournir une formation professionnelle, bref, en un mot, de les régénérer. Je reviens encore sur ce thème. Donc, ce sera d'ailleurs l'un des motifs du succès de l'Alliance, que cette ouverture linguistique, ce sera d'ailleurs ce qui attirera aussi un certain nombre de parents, parce que la connaissance d'une langue occidentale, le français en l'occurrence, c'est un outil de promotion sociale, avec une contradiction à la clé, c'est qu'alors qu'elle prétendait retenir les bons éléments, finalement, elle va au contraire encourager l'immigration. Alors, j'en reviens à la fédération allemande. C'est vrai qu'au-delà des oppositions nationales des gouvernements indépendants, à l'intérieur même de l'Alliance, la fédération allemande, qui est la plus nombreuse, je l'ai dit, elle va s'opposer à la domination du français, mais on ne peut pas séparer cette opposition du contexte de la poussée nationaliste, autant française qu'allemande, du début du XXe siècle, en particulier des années 1905-1914, c'est-à-dire des années des crises marocaines, des crises de l'impérialisme français au Maroc et de l'impérialisme allemand qui cherche lui aussi sa part du gâteau colonial avec Guillaume II, ce qui n'était pas le cas avec Guillaume Ier et Bismarck avant 1890. Ce qui fait que de nombreux journaux allemands non juifs réclament l'enseignement de l'allemand dans les écoles de l'Alliance et pas seulement l'enseignement du français. Alors évidemment, ça sera beaucoup plus intense lors des crises marocaines de 1906 et de 1910. Mais il n'y a pas que la fédération allemande, il y a également certaines communautés juives dans certains pays où l'Alliance est très présente, comme l'Irak à partir de 1915-1916. Pourquoi ? Parce que l'Irak est colonisé par les Britanniques avec la Première Guerre mondiale, et pour la communauté juive irakienne, la connaissance de l'anglais pour ces enfants dans les écoles, c'est non seulement un prestige social parce que c'est la langue du colonisateur, mais c'est aussi une raison professionnelle fondamentale. L'anglais est nécessaire au commerce avec les Indes et on sait qu'une partie de l'élite de la communauté irakienne va essaimer en Inde et en Chine et l'anglais sera pour elle la langue de communication. Puis il y a enfin une troisième opposition qui, elle, ne relève pas non plus des oppositions nationales, c'est l'opposition du mouvement sioniste. En diaspora, le sionisme, le mouvement sioniste qui se structure dans les années 1890-1900, considère de la part de l'Alliance comme une trahison cet enseignement du français à la place de l'hébreu. Et alors, en Bulgarie, mais dans d'autres pays également, il y a eu des incidents assez importants concernant l'enseignement de l'hébreu. Les militants sionistes ont voulu imposer l'enseignement de l'hébreu à la place du français. À noter également, là, concernant l'enseignement de l'hébreu, qu'en Eretz Israël, où le réseau de l'Alliance est puissant, juste avant la Première Guerre mondiale, le mouvement sioniste a tenté d'imposer l'hébreu comme langue d'enseignement dans ses écoles. Finalement, ça n'a pas vraiment réussi. Ça a réussi tant que Nissim Béar était là, tant que Ben Yehuda et Nissim Béar et toute cette petite équipe ont réussi à imposer leurs lois. Mais après le départ de Béar vers les États-Unis en 1901, on peut dire que c'est finalement la règle de l'Alliance à Paris qui a prévalu, c'est-à-dire l'enseignement du français. Et puis, je crois qu'il y a une dernière source de conflit concernant l'enseignement du français, c'est la Turquie, la langue turque, parce qu'il est prévu dans les statuts de l'Alliance d'enseigner la langue locale. L'arabe ici, le persan là, le turc ici, etc. Or, on s'aperçoit que l'enseignement du turc dans les écoles de l'Alliance, dans la sphère ottomane bien sûr, c'est un enseignement totalement négligé par l'Alliance et c'est en contradiction complète avec les statuts de l'Alliance. C'est-à-dire que normalement, la connaissance de la langue nationale facilite l'intégration et donc le turc doit être enseigné dans les écoles de l'Alliance et on s'aperçoit que c'est le parent pauvre. Et même après 1908, après la révolution jeune turque, où le gouvernement jeune turc insiste pour que le turc soit enseigné aussi dans les écoles de l'Alliance, on s'aperçoit que
sur un horaire de 36 heures hebdomadaires. 2 heures seulement à peine sont consacrées à l'enseignement du turc, et encore pour les garçons seulement, et pas forcément bien fait cet enseignement-là, avec même parfois des velléités de l'arrêter. Je pense ici au voyage du secrétaire général de l'Alliance Isidore Loeb en 1888, quand il est en visite à Istanbul. Il s'aperçoit du niveau très déficient de l'enseignement du turc et il propose même à l'Alliance de l'arrêter. Heureusement, ça n'a pas été suivi d'effet. Merci beaucoup, Georges Bensoussan. Et cette question des langues sera encore plus importante après la Seconde Guerre mondiale. Nous y reviendrons, puisque par exemple, en Israël, les écoles primaires de l'Alliance vont être nationalisées et vont quitter le réseau de l'Alliance, justement pour que l'enseignement de l'hébreu soit rendu obligatoire et que toutes les matières soient enseignées en hébreu. Et l'un des seuls exemples finalement où l'Alliance a vraiment fait évoluer sa doctrine sur les langues, c'est au Maroc, puisqu'à partir de 1956, de la création d'Ittihad, de l'Alliance au Maroc, la place de l'hébreu va devenir, la place de l'arabe, pardon, va devenir prépondérante, notamment grâce à l'œuvre de Haïm Zafrani, mais c'est quelque chose que nous évoquerons dans une prochaine émission. À la semaine prochaine, merci beaucoup. La saga de l'Alliance israélite universelle, racontée par Georges Bensoussan, au micro d'Ariel Danan.